Suite à la recrudescence de nombre de cas, le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi du coronavirus prévoit la poursuite des gestes barrières et reste en réunion ouverte jusqu'à la fin de la semaine. Le Premier ministre annonce que notre pays obtiendra 20% de ses besoins du vaccin anti-Covid-19 et exhorte à plus de vigilance pour endiguer la pandémie. Les campagnes de sensibilisation s'intensifient sur l'ensemble du territoire national pour faire face à la deuxième vague du coronavirus. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette réunion du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19, présidé par le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, aujourd'hui à la primature. Au cours de la réunion, le comité a été informé de la situation de l'épidémie, le développement des cas positifs, le nombre de patients hospitalisés et de décès au cours de la semaine écoulée. Le comité a également abordé la situation des détenus et a adopté des mesures empêchant la propagation du fléau parmi eux. Le comité a aussi salué l'évolution du degré de respect des mesures préventives par les citoyens, cette fois-ci par rapport à la précédente période. Il les invite à poursuivre la sensibilisation et la mobilisation afin que l'ensemble participe à l'action de protection contre la pandémie. Le comité a décidé de maintenir les décisions telles quelles jusqu'à nouvel ordre et de rester en réunion permanente jusqu'à la fin de la semaine pour poursuivre les résultats de l'action sur le terrain. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, a effectué aujourd'hui une visite d'information au centre d'hébergement des malades du Covid-19 au centre hospitalier de Nouakchott. Le Premier ministre était accompagné au cours de cette visite du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Bokar Baylaba. La lutte contre la pandémie de Covid-19 est sans relâche. En cette période marquée par la recrudescence du nombre de cas de contamination, les pouvoirs publics ne baissent pas les bras et redoublent d'efforts afin de venir à bout de la pandémie. D'ailleurs, c'est le sens de la visite d'information du Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, au pavillon du centre hospitalier de Nouakchott réservé aux malades du coronavirus. En d'autres termes, il s'agit de s'informer de près sur les conditions des malades de Covid-19 et recueillir des informations sur la base desquelles les mesures nécessaires seront prises par les services compétents. Au terme de la visite, le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, a déclaré que la situation est sous contrôle et que l'État dispose du nombre suffisant de lits, prévenant que le nombre de malades a atteint 36 hier soir, dont 24 présentaient des symptômes légers et 12 étaient dans un état critique. Il a souligné que la situation exige la prudence et le respect des instructions émises récemment par la réunion du Conseil des ministres et du comité ministériel en ce qui concerne la distanciation physique, le port de masque, la préservation des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques, entre autres. Il a remercié le personnel médical pour les efforts qu'il déploie pour la sécurité des citoyens, soulignant que le gouvernement, le ministère de tutelle et l'administration les soutiennent. Il a également remercié les autorités administratives qui font un formidable travail de sensibilisation au niveau des marchés et les jeunes bénévoles. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, a confirmé que la Mauritanie a rejoint l'initiative mondiale pour l'acquisition de vaccins et obtiendra 20% de ses besoins en début d'année prochaine. Il a précisé que la priorité sera donnée au personnel médical, les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques, entre autres. Il a souligné qu'il y avait un grand espoir de surmonter cette pandémie dans les prochains jours, mais il compte sur la responsabilité des citoyens, notamment les jeunes, pour protéger les faibles et les personnes âgées, soulignant que le comité ministériel suit la question et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le Premier ministre a indiqué que les étudiants de l'Université de médecine ont exigé de ne pas organiser de manifestations et sont décidés à reprendre les cours, soulignant qu'ils doivent aider les patients à combattre cette deuxième vague de Covid-19. Il a souligné que l'État est au courant de leurs demandes concernant l'amélioration des conditions académiques, assurant qu'elles seront résolues prochainement.
Ensemble, l'État ne cessera de marteler une constante, l'importance de la poursuite des efforts visant l'application des mesures préventives pour faire face à la deuxième vague de la pandémie, port de masque, lavage des mains avec du savon et réduction de rassemblements autant que possible. Les activités d'un groupe parlementaire pour la transparence et la lutte contre la corruption ont débuté aujourd'hui à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La création de ce groupe vise à renforcer le contrôle du législatif et à lutter contre la corruption. Mohamed Khattab. La transparence et la lutte contre la gabegie sont des objectifs et une priorité qui se doivent d'être pris en compte dans notre pays. Pour ce faire, les locaux de l'Assemblée nationale ont abrité aujourd'hui le lancement des activités d'un groupe parlementaire pour la transparence et la lutte contre la gabegie. La formation de ce groupe vise à réaliser des avancées significatives afin d'activer le rôle de contrôle du Parlement, d'une part, et d'autre part, de créer une dynamique dans le domaine de la lutte contre la gabegie, de manière à renforcer les mécanismes de suivi et la stratégie nationale de lutte contre la gabegie. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed El Mokhtar ou le Talib Naver, a précisé que la gabegie est un obstacle majeur à la réalisation de tout développement dans n'importe quel pays et partant que la lutte contre la gabegie est un devoir qui incombe à toutes les forces vives de la société. Le rôle de contrôle, dira-t-il, accordé aux parlementaires dans la Constitution leur confère une double responsabilité en la matière et place le Parlement au premier rang des institutions concernées par la lutte contre la gabegie dans ses dimensions financières et administratives. D'où l'importance de la création de ce groupe qui représente un ajout de poids aux efforts visant à éradiquer le phénomène de la gabegie. Lui emboîtant le pas, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Boye, a précisé que l'annonce du groupe parlementaire pour la transparence et la lutte contre la gabegie coïncide avec la journée internationale de lutte contre la corruption qui confirme le rôle primordial du pouvoir législatif dans l'instauration de l'état de droit et la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence dans la vie quotidienne. Et le ministre de souligner que la Mauritanie a revu son arsenal juridique dans le sens de sa modernisation et de son développement en fonction des exigences de la gabegie, les efforts consentis dans l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la gabegie et la publication de textes y afférents, le renforcement de la transparence dans la vie quotidienne et la mise en place des organes de contrôle et d'inspection, ainsi que la création de pôles judiciaires et d'un tribunal pénal spécialisé dans la lutte contre la gabegie. À son tour, le président du groupe parlementaire créé, le député Mohamed Lemine Ould Amar, a précisé que la mise en place de ce groupe s'inscrit dans le cadre du rôle remarquable du Parlement dans la supervision des travaux du gouvernement et en réponse aux aspirations du peuple mauritanien à parvenir à la transparence et à lutter contre la gabegie. Et cela en adéquation avec l'expression franche du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Ta'ahoudati. De même qu'il a précisé que cette initiative comporte une idée et une action sans précédent dans le travail parlementaire, ce qui, dira-t-il, l'oblige dans sa mission à tendre la main à tous les partenaires et à tous ceux qui s'intéressent à cette thématique afin de réaliser des avancées notoires dans le domaine de la transparence et de la lutte contre la gabegie. Comme quoi, ce groupe parlementaire aura à contrôler et suivre de très près le travail législatif, mais aussi l'exécution des marchés, la gestion des ressources nationales et autres pour créer une dynamique dans le domaine de la transparence et de la lutte contre la gabegie. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Amar Abdoulaye Sow, son président, à l'examen du budget du ministère du Développement rural dans le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2021. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation du ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, dans laquelle il a passé en revue les dispositions de base de ce budget et les diverses rubriques de dépenses. Le budget de ce ministère dans le projet de loi de finances initiale pour l'année 2021
est de 2 523 477 340 nouvelles ouguiyas. Autre budget examiné également par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, celui du secrétariat général du gouvernement, et ce dans le cadre du budget de la loi des finances initiale pour l'année 2021. La réunion a été présidée par le député Omar Abdoulaye Sow, président de la Commission. Les membres de la Commission ont suivi un exposé du ministre secrétaire général du gouvernement, M. Dia Mokhtar Malal, dans lequel il a passé en revue les principaux chapitres de ce budget qui se chiffre à 557 768 000 ouguiyas, 768 829 ouguiyas plutôt. Les travaux de la plateforme africaine pour l'énergie, le marketing et l'investissement organisés par la Banque africaine de développement en faveur du groupe G5 Sahel ont démarré hier par visioconférence avec la participation du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Compte rendu d'Aminata Khan. Améliorer considérablement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et développer des solutions décentralisées pour les régions isolées, c'est la quintessence de cette table ronde organisée par vidéoconférence. L'objectif étant de développer la production d'énergie solaire en utilisant un modèle tripartite qui rassemble les gouvernements des États membres en renforçant les réseaux nationaux et régionaux dans ce domaine, en plus de rechercher des solutions financières dans le domaine de l'énergie susceptible d'augmenter la production d'énergie solaire largement disponible chez nous. L'importance de l'accès de tous à l'électricité comme moteur de cette transformation économique et sociale. Et clairement, sans électricité, sans énergie, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, les opportunités de développement sont limitées, les inégalités resteront ce qu'elles sont. Et c'est ce que nous voyons malheureusement dans nos espaces. Donc vous comprendrez, chers amis, que la Mauritanie ne peut pas avoir d'ambition moindre que celle d'accès de tous les citoyens mauritaniens, où qu'ils se trouvent, à l'électricité. Je sais que c'est un objectif extrêmement ambitieux, mais c'est notre objectif parce que nous ne pouvons pas viser un autre but à ce stade de développement du pays. Et accepter un autre but, c'est vraiment accepter que l'inégalité perdure, que la pauvreté perdure, que des accès inégaux à l'éducation, à la santé, à l'emploi perdurent. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. À noter que cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Tal Ousmane. Le ministre de l'Équipement et des Transports a annoncé aujourd'hui que le gouvernement avait revu l'accord de construction d'un quai de conteneurs au port de l'Amitié de Nouakchott, mis en œuvre par la société Aris Mauritanie. Cela s'est produit lors d'une conférence de presse tenue par le ministre aujourd'hui, au cours de laquelle il a discuté d'autres aspects liés à cet accord. Mohamed Khattab, toujours. L'accord préférentiel pour la construction d'un terminal à conteneurs au port autonome de Nouakchott, dont a bénéficié Aris Mauritania, est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre suite à la récente enquête parlementaire. Aujourd'hui, il fait encore l'objet d'une conférence de presse animée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmedou Hamid, et le directeur général du port autonome de Nouakchott, du port de l'Amitié. Le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré que l'accord qui a été cité dans l'enquête parlementaire dernière a mis le gouvernement devant 3 choix. Premièrement, poursuivre l'accord initial, ce qui a été écarté vu que certains aléas de cet accord ne servent pas les intérêts du pays. Soit annuler purement et simplement l'accord, ce qui ne manquera pas d'amener le pays devant les tribunaux internationaux et cela peut entraver l'investissement dans notre pays. Et enfin, la troisième option
était de revoir la copie, y apporter les avenants et améliorations de son texte de manière à préserver les intérêts de notre pays. Et c'est cette troisième option qui a finalement été adoptée. Le ministre de l'Équipement et des Transports fera remarquer que l'adoption de ce troisième choix l'a été pour plusieurs raisons. Premièrement, le grand intérêt qu'accorde le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à l'investissement et à faire de notre pays une orientation pour les investisseurs en vue de renforcer nos infrastructures de base, de créer de l'emploi, comme en témoigne la création en février dernier du Haut Conseil de l'investissement dont il assure lui-même la présidence. Deuxièmement, la détermination du gouvernement mauritanien à respecter les engagements internationaux pris par notre pays qui est un État de droit et des institutions. Troisièmement, l'engagement sans faille de notre gouvernement à défendre jusqu'à la dernière énergie les intérêts de notre pays. Quatrièmement, notre engagement à renforcer le partenariat entre le privé et le public, étant donné que c'est l'une des meilleures options pour construire et édifier des infrastructures de base permettant le développement de notre pays et atténuant les pressions sur les ressources locales afin de pouvoir les orienter aux besoins vers des interventions sociales, comme ce fut le cas en 2020 avec l'avènement de la COVID-19, quand on se souvient que beaucoup d'interventions sociales ont ainsi pu être faites et ont permis de préserver les équilibres sociaux. Il est vrai que plusieurs anomalies ont entaché l'accord initial et c'est pour cela qu'une équipe technique a été constituée pour défendre le nouvel avenant, négocier avec les partenaires et les convaincre d'y adhérer. Les anomalies ont porté sur les prix exorbitants, l'opacité des prérogatives, les délais de construction, etc. Pour Sidi Ahmed Ould Raïs, le directeur général du port autonome de Nouakchott, l'important est que les prix ont été revus à la baisse, ce qui est important pour les citoyens, que l'intérêt du pays a été préservé et les recettes qui en découleront seront plus importantes. L'exonération douanière qui était accordée ne l'est plus et l'investisseur y a donné son accord. Le port autonome de Nouakchott, c'est-à-dire l'État, reprend certaines prestations qui étaient concédées à l'investisseur et donc l'intérêt pour le pays est encore plus grand et plus bénéfique. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Équipement et des Transports et le directeur général du port autonome ont répondu sans détour aux questions des journalistes, achevant de convaincre les uns et les autres que la construction du terminal à conteneurs sera plus bénéfique pour le pays, ainsi que les retombées économiques qui en découleront, notamment les opportunités d'emploi pour les jeunes qui seront encore plus importantes. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication ont organisé aujourd'hui à Nouakchott un colloque, le premier du genre, sur les référentiels de garantie de la qualité pour les entreprises et la formation. Retour à Aminata Khan. Ce colloque premier du genre a pour objectif de mettre en relief les référentiels de garantie de la qualité pour les entreprises de formation. À travers cette rencontre, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication cherche à mettre en évidence les tâches confiées à l'autorité mauritanienne chargée de garantir la qualité de l'enseignement supérieur. La qualité et l'assurance qualité sont devenus des thèmes centraux en raison de l'augmentation rapide du nombre d'étudiants et d'établissements d'enseignement supérieur et de la focalisation accrue sur l'employabilité. Pour faire face à cette situation, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a arrêté et mis en œuvre ces dernières années une stratégie nationale basée sur un investissement massif dans la construction et l'équipement des infrastructures de base, une politique de recrutement régulier de ressources humaines, ainsi que l'adoption d'importantes réformes institutionnelles.
Parmi ces réformes, on peut citer d'une part l'autonomie administrative, financière et pédagogique accordée aux établissements d'enseignement supérieur, en vue de leur laisser davantage d'initiatives pour penser leur programme, améliorer leur environnement d'apprentissage et mettre en place leur propre dispositif de maintien et d'amélioration de la qualité. Et d'autre part, la mise en place du Conseil national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, dont l'une des principales missions est l'évaluation régulière par l'intermédiaire d'une instance nationale autonome d'assurance qualité créée à cet effet dans notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et de ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Nous pouvons citer également des outils d'amélioration de la qualité édictés au niveau central à travers les dispositions réglementaires relatives au système LMD. Rappelons que l'autorité mauritanienne de garantie de la qualité de l'enseignement supérieur est un organisme national de garantie de la qualité créé par le décret numéro 93/2017 du 10 juillet 2017 et son lancement effectif a eu lieu au début de l'année 2020. 2 jours durant, les participants à la rencontre suivront des exposés sur la mission confiée à cette autorité. En commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue les progrès réalisés récemment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Auteur Bokar Bailaba. Dans ce discours, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Hassan Naoud Boukhrez, a déclaré que la situation des droits de l'homme dans notre pays a connu au cours de l'année en cours un bond en avant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits civils, politiques, économiques et sociaux, avec lequel la position de la Mauritanie s'est renforcée dans les rangs des nations, cherchant à construire un état de droit et consolider la démocratie et les droits de l'homme. Dans ce contexte, il a rappelé que le cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l'homme a connu une évolution quantitative et qualitative à travers la ratification de textes législatifs renforçant la protection des droits, notamment la loi 2020-016 relative à l'organisation de la profession d'avocat, loi 007-2020 sur la protection des consommateurs, la loi criminalisant la manipulation d'informations, la loi 2020-017 sur la prévention et la criminalisation de la traite des personnes et la protection des victimes, la loi 018-2020 sur la lutte contre le trafic de migrants. D'autres lois sont également en cours de ratification, notamment le projet de loi réglementant les associations, les institutions et les réseaux et le projet de loi sur la lutte contre la violence sur les femmes et les filles. Il a indiqué que le cadre institutionnel des droits de l'homme a également connu une évolution importante, représentée par la création d'un comité interministériel des droits de l'homme et la publication du décret portant création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Le mandat des membres du mécanisme national pour la prévention de la torture a été renouvelé. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a annoncé que des travaux sont en cours pour créer un organe national chargé de coordonner la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Démarrage hier à Nouakchott d'une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 sous la supervision de la présidente du Conseil régional de Nouakchott. La campagne vise à sensibiliser les Nouakchottois sur les bonnes pratiques à suivre pour se prémunir contre cette pandémie mondiale. Al-Hajj Abdullah Eddine. Envie de briser les chaînes de contamination de Covid-19, les élus de la ville de Nouakchott prennent part aux efforts de sensibilisation contre la pandémie. Ici, le siège du Conseil régional de Nouakchott abrite le démarrage d'une campagne de sensibilisation tendant à conscientiser les populations sur les dangers du coronavirus. Cette campagne, qui a été supervisée par les conseillers régionaux, couvrira toutes les muqata'a de la ville. Au démarrage de cette campagne, la présidente du Conseil régional de Nouakchott a expliqué le but de cette action de sensibilisation. Une campagne de sensibilisation qui vise l'ensemble des muqata'a de Nouakchott. Donc, tous les élus régionaux de Nouakchott sont présents. C'est eux qui dirigent cette opération au niveau des différentes muqata'a. Donc, c'est par groupe et par muqata'a. Les conseillers ont tenu à ce qu'ils dirigent cette campagne pour sensibiliser les populations de Nouakchott parce qu'il y va de notre rôle de les préserver contre tout virus, contre tout malheur, contre tout. Nous sommes à leur service en un mot. Et nous sommes munis, les conseillers sont munis par des outils aussi modestes soient-ils pour
aider ces populations à justement respecter ces gestes barrières. Les équipes participant à cette action de sensibilisation utilisent des outils divers tels que les autocollants, les brochures et les dépliants montrant les dangers de la pandémie Covid-19. Ces équipes distribueront des produits stérilisants et des masques protecteurs dans le lieu de rassemblement de la ville de Nouakchott, en particulier les marchés, les carrefours et les gares routières. Nous refermons ce journal par la situation épidémiologique du pays qui a été marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 229 nouveaux cas de Covid-19. 229 nouveaux cas, dont 147 cas parmi les contacts et 82 cas communautaires, 0 cas importés. Nous avons aussi enregistré 21 nouvelles guérisons et malheureusement 5 décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 10 105, dont 8 098 parmi les contacts et 1824 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison est de 7 925 et malheureusement le cumul de décès est de 202. Les cas actifs sont de 1978, dont 1855 cas asymptomatiques, 86 avec des symptômes légers et 37 cas critiques. Pour la distribution des nouveaux cas par Muqata, nous avons durant les dernières 24 heures enregistré 8 nouveaux cas à Ayoun, 1 nouveau cas à Tintan, 1 à Konkosa, 3 à Kifa, 1 à Boutilimit, 5 à Nouadhibou, 1 à Tijikje, 1 à Selibabi, 16 au Ksar, 1 à Sebkha, 101 nouveaux cas à Tavragzina, 15 à Dar Naïm, 33 à Tayart, 13 à Toujounine, 19 nouveaux cas à Arafat, 7 à Almina et 3 nouveaux cas à Riyad. Nous avons aussi réalisé durant les dernières 24 heures 1743 tests, dont 161 tests de suivi et 1582 tests de diagnostic, dont 975 tests rapides et 607 tests PCR. Pour la distribution des nouveaux tests par wilaya, 101 tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 56 à Houd Gharbi, 91 à la Saba, 19 au Gorgol, 31 au Brakna, 74 au Trarza, 13 à la Drar, 104 nouveaux tests ont été réalisés à Dakhlet Nouadhibou, 16 au Tagan, 67 au Guidimaka, 16 à Tir Zemour, 22 à Linchiri. 833 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Nouakchott Ouest, 203 à Nouakchott Nord et 97 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests depuis le début de la pandémie est de 115 330, dont 16 745 tests de suivi et 98 585 tests de diagnostic, dont 83 561 tests rapides et 15 024 tests PCR. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Suite à la recrudescence de nombreux cas, le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi du coronavirus prévoit la poursuite des gestes barrières et reste en réunion ouverte jusqu'à la fin de la semaine. Le Premier ministre annonce que notre pays obtiendra 20% de ses besoins du vaccin anti-Covid-19 et exhorte à plus de vigilance pour endiguer la pandémie. Les campagnes de sensibilisation s'intensifient sur l'ensemble du territoire national pour faire face à la deuxième vague du coronavirus. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.